Kuno était un jeune garçon, né dans un monde fantastique, portant sur son visage la cicatrice du héros, une marque incroyablement rare, laissée là par un chevalier sacré. Mais le prix qu'il dut payer pour cela fut la perte irrémédiable de sa vue, et ce, pour toujours. Kuno n'avait jamais su ce que signifiait réellement le fait de voir, et demandait souvent à ses parents ce que l'on ressentait en voyant. Son père lui répondait alors que voir, c'est percevoir les couleurs, c'est pouvoir admirer toutes les merveilles que Dieu a créées dans ce monde, et c'est une chose vraiment très importante si l'on veut débusquer les grands méchants. Sa mère, en revanche, lui disait que la perte de ses yeux n'était absolument rien, comparé à la cicatrice du héros qu'il avait reçue, affirmant que c'était là un tout petit prix à payer. Il entendait souvent les servantes de la maison le plaindre d'être aveugle, ce qui irritait profondément Kuno, qui ne voulait rien d'autre qu'être traité comme un garçon tout à fait normal de son âge. On lui assigna bientôt un instructeur de magie, ce dont il n'était pas vraiment un grand fan, car il ne comprenait absolument pas ce que cela pourrait bien apporter à une personne qui ne peut pas voir. Une des servantes le guide alors vers la pièce où son nouveau tuteur de magie l'attendait, et Kuno demande à la servante à quoi bon apprendre la magie s'il ne peut même pas marcher seul, et a besoin qu'on le tienne par la main à tout moment. La servante comprend parfaitement sa frustration, et lui explique qu'il est né avec l'emblème de l'eau sur le front, ce qui signifie qu'il possède une très grande affinité magique, tout particulièrement pour la magie de l'eau. Et si jamais il apprend cette magie, il pourra accomplir des merveilles, tant pour le monde que pour lui-même. Kuno n'est pas vraiment d'accord avec cela, mais il décide de ne pas argumenter, alors que la servante ouvre la porte de la pièce où sa nouvelle tutrice, Jen, l'attendait. La jeune femme, cet intello aux cheveux bleus, salue Kuno très chaleureusement et se présente à lui avant de commencer leur toute première leçon. La leçon s'avère être une tâche plutôt facile pour Kuno, qui parvient immédiatement à mouiller son bâton avec un simple sortilège. Jen le félicite alors qu'il a pour simplement ses utilisé talents un sortilège manifestes, très simple qui a produit une petite goutte d'eau de la taille d'un œil. Une réalisation soudaine qu'il a frappe bien Kuno, pu faire alors qu'il se exactement saisit avec les yeux, cette magie. Ce qui effraie Jen, qui pense que Kuno est un de ces jeunes gens trop sensibles, ces flocons de neige qui ne supportent pas la moindre blague et adorent s'offenser pour un rien. Mais il s'exclame soudainement que s'il est capable de créer des gouttes d'eau de la taille d'un œil, alors il peut tout à fait créer son propre ensemble dieu. Le temps passe, et Kuno n'est plus aussi émo qu'il l'était auparavant. Il a commencé à prendre plaisir à ressentir différentes choses. Et, intrigué par toutes les différentes sortes de nourriture et les diverses senteurs présentes dans la pièce, il commence à dévorer de la laitue sans avoir la moindre idée de ce qu'il est en train de mâcher. Mais la servante, elle, lui raconte joyeusement tout à ce sujet, et affirme qu'elle se sent tellement mieux, car préparer la nourriture est désormais bien plus gratifiant qu'auparavant. Elle commence à lui frotter quelques myrtilleux sur le visage, alors qu'il essaie de comprendre le sens de toutes ces choses. Mais bientôt son professeur arrive pour lui donner ses leçons, il est donc contraint de partir. Sa tutrice, Flora, est une vraie maman, et lui demande alors ce qu'il souhaite étudier aujourd'hui. Kuno répond qu'il souhaite étudier l'histoire aujourd'hui, et plus précisément, il veut en apprendre davantage sur l'histoire du chevalier sacré Hugues. Flora est un petit peu surprise, car la seule et unique raison de sa cécité est justement ce chevalier sacré. Mais la servante lui donne le feu vert pour continuer. Flora se tourne vers Kuno et lui dit de bien la prévenir s'il se sentait dépassé ou même mal à l'aise à un moment ou à un autre. Kuno lui répond de ne surtout pas s'inquiéter, car il désire apprendre absolument tout et n'importe quoi, tout ce qui lui est possible d'apprendre. Bientôt, il apprend l'histoire de son propre monde et comment il y eut jadis un terrible combat entre les démons et les humains, et que la situation tournait alors très mal pour ces derniers. Heureusement, un héros émergea du côté de l'humanité, nommé Hugues, le chevalier sacré, qui réussit finalement à mettre un terme à la tyrannie du roi démon et à ramener la paix sur Terre, une fois de plus. Hugues fut cependant maudit par le roi démon, et depuis ce jour funeste, chaque génération de sa lignée naît aléatoirement avec quelque chose qui lui manque. Certains voient le jour sans une jambe, d'autres sans leurs dents, et certains encore naissent sans leurs yeux. Depuis ce jour, les humains ont pris l'habitude d'appeler les personnes handicapées de sa lignée les réincarnations du héros lui-même, car elles portent toute la cicatrice du héros. Kunan, cependant, ne souscrit pas particulièrement à cette idéologie, car il est convaincu qu'il est bien plus qu'une simple réincarnation de Hugues. Il est sa propre personne, et les capacités magiques qu'il possède lui sont bien propres, et non pas simplement prêtées par un quelconque héros mort depuis bien longtemps. Il pratique ses compétences magiques chaque jour, sans relâche, et s'améliore constamment, espérant un jour créer son propre ensemble dieu personnel, dont il a été injustement privé. Tout cela a cependant un prix, car pratiquer autant demande énormément de mana et d'endurance. Il tombe au sol, tandis que sa servante le ramène à l'intérieur. Il se relève, exaspéré, pensant qu'à ce rythme, il lui faudra une éternité pour obtenir son propre ensemble dieu s'il n'augmente pas rapidement son endurance. La servante lui dit qu'il n'a encore que 7 petites années et qu'il doit absolument prendre de la masse s'il veut devenir vraiment fort. Kuno répond qu'ils doivent retrouver une toute autre manière de faire, puisqu'il s'évanouit déjà, en utilisant les sorts les plus basiques, ce qui devrait être complètement hors de question bien sûr. Sa servante, Aiko, lui dit qu'il pourrait peut-être lui faire porter un certain équipement, un peu comme Samsulek, et que peut-être, avec un bon entraînement à l'épée, il sera bientôt assez fort pour lancer autant de sorts magiques qu'il le désire vraiment. Kuno est tout à fait d'accord avec cette idée, et Aiko part immédiatement à la recherche d'un bon maître d'épée avec qui il pourra s'entraîner. Le lendemain même, Aiko trouve un vieux maître d'épée, un certain Oro, qui commence sans tarder à l'entraîner.
et lui demande s'il ne voudrait pas faire une petite pause, mais il pose immédiatement l'épée et prend une baguette, tout à fait prêt pour la prochaine leçon. Jen n'est pas vraiment sûre de l'endurance qu'il lui reste, alors elle décide de simplement vérifier s'il a bien retenu ce qu'ils ont appris lors de la dernière leçon. Kuno chante immédiatement le sortilège, mais au lieu de produire une seule et unique boule d'eau, il finit par en produire une bonne dizaine, toutes parfaitement claires. Jen est vraiment surprise, se demandant comment diable il a bien pu maîtriser les sorts si rapidement, et elle réalise que ce garçon est définitivement construit différemment. Cet après-midi-là, Kuno reçoit une visite de la capitale royale, qui s'avère être la princesse elle-même, la jeune Miri. Depuis la naissance de Kuno, elle lui était fiancée, car Kuno appartenait à une famille noble et portait la cicatrice du héros, ce qui est une chose de très grande importance. Elle ne l'aimait pas particulièrement, cependant, car la dernière fois qu'elle était venue lui rendre visite, il était toujours si morose, ne jouant à aucun jeu avec elle. Depuis ce jour, elle redoutait terriblement le fait de devoir vivre avec un individu maussade et boudeur pour le reste de sa vie. À sa grande surprise, quand elle le vit cette fois-ci, il ressemblait à une personne complètement, mais alors complètement différente. Alors qu'il souriait très chaleureusement en l'accueillant dans son magnifique manoir, elle demande immédiatement si quelque chose de particulier s'était passé, car il avait l'air si différent aujourd'hui, et il lui répond qu'il est tombé amoureux de la magie et a trouvé un tout nouveau but dans sa vie. Il s'excuse ensuite de ne pas lui avoir prêté une attention suffisante lors de leur précédente rencontre, affirmant qu'il a énormément de choses à lui raconter sur les nouveaux développements, et il produit immédiatement une boule d'eau devant elle. Elle est immédiatement excitée et impressionnée, mais Kuno décide de la charmer et crée un magnifique arc-en-ciel à l'aide de sa boule d'eau, ce qui s'avère être un succès absolument total. Il lui prend ensuite la main et lui fait visiter tout le jardin où ils échangent des histoires sur leur vie respective, et bientôt le soleil commence à se coucher, il dit à Flora et elle est alors toutes les forcée manières de d'un remonter véritable dans sa gentleman calèche afin de pouvoir être et un de bien meilleur retourner à la partenaire pour Miri. capitale. Et même Flora Une est fois de impressionnée par plus. sa prévenance et commence à lui enseigner toutes les courtoisies qui devraient devenir naturellement à un noble. Après sa leçon, Jen arrive également pour son cours et est absolument choquée de voir le changement radical dans le comportement de Kuno, alors qu'il lui fait une salutation très formelle et la remercie pour absolument tout ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Jen décide de le faire passer des sorts basiques et lui explique que maintenant ils peuvent aller de l'avant et apprendre des sorts bien plus complexes, ce qui nécessiterait qu'il réfléchisse à tous les différents composants de son sortilège. Par exemple, on peut changer la viscosité, la couleur, la température, parmi bien d'autres choses encore, et l'utiliser d'un million de façons différentes. Elle produit ensuite 2 boules d'eau juste devant lui et lui dit de les toucher toutes les deux, l'une après l'autre. Ces formes lui sont déjà familières, il les saisit donc immédiatement et réalise que l'une est chaude et que l'autre est bien plus froide. Jen lui répond que des altérations comme celle-ci sont précisément ce qui différencie un magicien d'un autre, vous savez. Kuno semble parfaitement comprendre le concept et produit une boule d'eau, qui tombe ensuite avec un petit plouf dans la tasse posée juste devant lui. Il dit ensuite à Aiko de prendre une gorgée, ce qui la trouble un petit peu, mais elle ne le questionne pas et fait exactement ce qu'on lui a dit. Au moment même où elle goûte l'eau, son expression change radicalement, alors qu'elle leur dit que l'eau a le goût de jus de pomme. Jen est absolument sidérée par cette prouesse, car elle pense à la façon dont il lui a fallu une nuit entière et sans sommeil pour trouver une nouvelle chose à lui enseigner. Cette nuit-là, Kuno reste éveillé dans son lit, tenant une pomme verte et une pomme rouge, réfléchissant à la manière dont il pourrait bien comprendre le goût et l'odeur de toutes ces différentes choses. Mais il n'a toujours absolument aucune idée de ce qu'est une couleur. Tant qu'il ne parviendra pas à trouver un moyen de comprendre cela, il ne pourra pas créer d'altération plus fine à sa magie. Et encore moins, bien sûr, un ensemble d'yeux magiques. Le lendemain, alors qu'il était assis pour le petit déjeuner, quelque chose change profondément en lui. Il dit à Aiko qu'il veut du thé au lait, mais sans le lait, ce qui est, avouons-le, un peu stupide. Mais Aiko ne veut pas se moquer d'une personne handicapée, alors elle lui demande de bien vouloir lui apporter de l'eau. Il produit une boule d'eau dans les airs et la lui envoie, quand, soudainement, il réalise qu'il a été capable de ressentir différentes choses durant toute sa vie. Et si justement ces choses étaient ce que tout le monde appelle des couleurs, il prend une pomme verte et demande si cette pomme-là est rouge. Mais Aiko pense simplement qu'il est devenu complètement fou et lui dit qu'elle est verte et non pas rouge, puis il prend une pomme différente et demande si cette pomme-là est rouge. Aiko répond qu'elle est effectivement de couleur rouge. C'est alors que Kuno la surprend en affirmant que le panier posé juste devant lui contient 3 pommes rouges et 2 pommes vertes. Aiko est absolument choqué d'entendre cela, mais Kuno répond qu'il a été capable de ressentir différentes choses en les touchant. Il pense qu'il peut désormais découvrir ce que chaque couleur ressent à ses doigts. C'est une très grande amélioration et Aiko court immédiatement raconter à son père ce nouveau développement. Il demande alors immédiatement si Kuno peut lire des livres et Aiko répond qu'il est capable de tracer la couleur de l'encre sur le papier et de lire de cette manière. Le lendemain matin, il recommence à pratiquer sa magie une fois de plus et invoque une énorme boule d'eau de couleur rouge, affirmant qu'il peut mieux sentir la couleur s'il la rend plus grande. Juste à ce moment-là, sa mère l'appelle, ce qui brise sa concentration, et la boule d'eau tombe sur eux, les couvrant entièrement de ce liquide rouge. Sa mère est assommée, pensant que quelque chose de terrible s'était passé et que son cher fils était couvert de sang, ce qui trouble profondément Kuno. Mais Aiko lui explique que la couleur du sang est également rouge, et c'est précisément la raison pour laquelle sa mère est si effrayée. Pendant que tout cela se déroule, Jen observe la scène de loin,
pensant que les exploits que Kuno est capable de réaliser dépassent absolument tout ce qu'elle a jamais vu auparavant, et elle se demande si ce garçon a le talent nécessaire pour atteindre le titre le plus prisé du monde entier et devenir un sorcier céruléen. Quelques jours passent, et Kuno a maintenant commencé à étudier l'hydromancie. Il essaie d'élargir ses horizons pour voir dans quel domaine il est vraiment doué. Mais Aiko ne semble pas du tout comprendre ce qu'est l'hydromancie, alors il essaie de lui expliquer, en termes très très simples, que l'hydromancie est simplement l'utilisation de l'eau dans un bol pour prédire l'avenir ou pour trouver quelque chose qui est manquant. Aiko demande alors immédiatement s'il pourrait lui trouver un mari. Mais Kuno lui dit de ne surtout pas s'inquiéter, car elle est une très belle jeune fille, en pleine fleur de sa jeunesse, et des tas d'hommes voudraient l'épouser, c'est certain. Bon sang, s'il n'était pas noble et fiancé à la princesse royale, il l'aurait aussi prise pour épouse, lui-même. Ils rient tous les deux de cette remarque, alors qu'Aiko lui rappelle qu'elle a tout de même 10 ans de plus que lui, mais Kuno répond que l'âge n'est qu'un simple chiffre en ce qui le concerne, vous savez. Juste à ce moment-là, Flora arrive pour les leçons, et lui fait passer son test, qu'il réussit d'ailleurs haut la main, toutes ses réponses étant très approfondies, parfaitement politiquement correctes, et absolument rien qui pourrait le faire annuler sur Instagram, vous voyez. Il pense au fait qu'elle lui a, en gros, tout appris ce qu'elle pouvait à ce niveau, et il s'inquiète du fait qu'elle lui ait peut-être trop bien appris à charmer les jeunes femmes, car il essaie de flirter avec absolument chaque fille qu'il croise du regard. Juste à ce moment-là, Kuno lui offre du thé, et commence à essayer de la charmer elle aussi, et elle s'inquiète de savoir s'il pourrait être entraîné dans le mouvement MeToo. Mais elle pense que c'est globalement bien mieux, puisqu'il avait toujours l'habitude d'être si triste et si morose. Maintenant, au moins, il semble profiter pleinement de sa vie. Plus tard cette nuit-là, Aiko dit à Kuno qu'ils doivent absolument se préparer, car son seigneur père veut le rencontrer et l'a fait appeler à son manoir. Ils se préparent immédiatement, et bientôt tous les deux partent dans la nuit froide, une torche à la main d'Aiko, tandis qu'elle se plaint d'avoir terriblement froid. Kuno décide de faire quelque chose à ce sujet, et utilise sa magie pour produire 2 grosses gouttes d'eau. Mais à la grande surprise d'Aiko, l'eau est chaude et incroyablement douce. Elle la pousse contre son visage, affirmant qu'elle adorerait dormir dans un lit fait avec cette matière. Et Kuno lui dit de ne surtout pas s'inquiéter, car ce n'est là qu'un simple prototype. Et il se prépare déjà à créer de nombreux autres produits. Il demande ensuite honnêtement à Aiko s'il a fait quelque chose de mal au cours de ces derniers jours, et si son père l'appelle parce qu'il est en colère contre lui. Il se souvient du dernier événement, quand il a créé cette boule d'eau rouge, ce qui a fait s'évanouir sa mère et a mis son père en colère contre lui. Aiko lui dit de ne surtout pas s'inquiéter, car il a absolument tout fait parfaitement, donc il ne devrait y avoir aucune raison pour que son père soit fâché contre lui. Bientôt, ils arrivent au manoir et se blottissent rapidement à l'intérieur pour trouver un peu de chaleur. Quand il est accueilli par le majordome de la maison et son frère aîné, Kuno est très heureux de revoir son frère aîné, car il ne le voit pas très souvent, mais son frère lui dit qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, car leurs parents les attendent dans le salon, le frère aîné les conduit à la pièce. Et en chemin, il demande à Kuno s'il aimerait lui tenir la main pour le guider. Mais Kuno lui dit de ne surtout pas s'inquiéter, car maintenant il est capable de sentir son environnement beaucoup mieux, et ne devrait pas avoir beaucoup de mal à s'y déplacer, vous savez. Son frère pense à l'époque où Kuno restait toujours dans son état émo, et où il devait toujours lui tenir la main pour l'emmener n'importe où, même à l'intérieur de la maison. Il est vraiment surpris par l'ampleur du changement que Kuno a traversé en si peu de temps et lui souhaite sincèrement le meilleur. Bientôt, il frappe à la porte du salon et entre à l'intérieur. Quand son père lui dit que Mademoiselle Flora affirme qu'elle a enseigné absolument tout ce qu'elle avait à enseigner à un enfant noble, et que pour une éducation plus poussée, une école formelle serait désormais nécessaire. Kuno répond qu'il ne veut pas vraiment aller à l'école, car il ne souhaite pas créer de problème à ses camarades de classe ou à ses professeurs avec son handicap. De plus, il affirme qu'il a des plans bien à lui, et qu'il a déjà décidé quelle voie il veut suivre, et cela n'implique certainement pas une école, non. Son père rit, et affirme qu'il pense que l'éducation formelle est aussi pour les normies. Mais comme c'est obligatoire par la loi pour toute personne de descendance noble, il a dû demander une faveur au roi et créer une exception spéciale pour Kuno. Kuno répond qu'il sent déjà le népotisme, et son père lui dit de la fermer et de prendre ce qu'on lui donne sans essayer d'être trop woke, vous savez. Sur ce, Kuno en vient aux vraies questions et commence à demander son argent de poche, affirmant qu'il mérite une augmentation, étant donné qu'il a travaillé si dur ces derniers temps. Mais tel un véritable porc capitaliste, son père refuse, affirmant que la prochaine fois qu'il fera des bêtises comme l'incident du sang du jardin, il lui coupera son argent de poche pendant 6 mois d'affilée. Sa mère intervient alors pour changer de sujet et ramène le train sur les rails, comme on dit. Et son père se souvient alors pourquoi exactement il a fait appeler Kuno ici, et lui dit que s'il est d'accord avec sa décision d'abandonner l'école, il doit aussi penser à son avenir avec la princesse Miri, bien sûr. Puisque la scolarité est une partie si importante de l'éducation d'un noble, elle pourrait faire face au ridicule du fait que son futur mari n'est même pas correctement scolarisé, vous savez. Assez étonnamment, Kuno comprend parfaitement tout cela et accepte d'aller à l'école, affirmant que ce sera un véritable tracas. Son père lui dit de ne pas s'inquiéter cependant, car avec le pouvoir du népotisme et de la corruption, il a fait en sorte qu'il n'ait à se rendre à l'école que 5 petites fois pour passer les examens finaux de niveau avancé et les réussir afin d'obtenir son diplôme.
Cela ressemble à une situation gagnant-gagnant pour Kuno, alors il accepte immédiatement. Son frère aîné lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'il ne sera pas seul, puisque lui et la princesse Miri vont également passer le même examen afin qu'ils puissent tous obtenir leur diplôme ensemble. Sa mère est vraiment ravie à l'idée que son fils ira bientôt à l'école et appelle immédiatement Aiko, car ils devront prendre un tas de mesures pour son manteau et pour d'autres pièces de vêtements, bien sûr. Avant qu'il ne puisse partir, son père rappelle Aiko et lui dit que pendant que Kuno sera à l'école, certains autres nobles qui les détestent pourraient essayer de l'approcher, lui et la princesse Miri, et ce sera son travail de s'assurer que rien ne tourne mal, absolument rien. Aiko lui dit de ne surtout pas s'inquiéter, car il sera toujours avec eux et s'assurera que son jeune frère est en parfaite sécurité. La prochaine fois que la princesse Miri lui rend visite, elle est excitée de savoir qu'il ira à l'école avec elle, et lui dit de ne pas s'inquiéter car elle l'escortera partout et lui montrera absolument tout. Kuno se demande à voix haute si d'autres nobles, amoureux d'elle, pourraient ne pas aimer cela et devenir jaloux, mais Miri lui dit de ne surtout pas s'inquiéter car cela n'arrivera absolument pas. Kuno demande alors si elle n'est pas populaire à son école et n'est qu'une autre solitaire en fait. Mais elle lui dit qu'elle est évidemment très populaire, en raison de son statut de princesse, et qu'elle connaît au moins 5 garçons désireux de la courtiser, c'est certain. Kuno pense au fait que toutes ces choses peuvent devenir problématiques, alors il décide de se procurer un bâton magique différent pour son autodéfense. Finalement, le jour du départ arrive, et Kuno se prépare aux côtés d'Aiko. Mais tout le monde est concentré sur Kuno, car il a l'air absolument fringant avec sa nouvelle cape et une toute nouvelle canne. Il fait quelques pauses avant de monter dans la calèche, puis utilise sa magie de l'eau pour couvrir les roseaux du chariot d'une fine couche d'eau, afin de le rendre plus stable et bien moins chaotique. Aiko est assez impressionné par les idées de Kuno, il faut le dire, tandis que Kuno est juste heureux que ses compétences magiques aient de réelles utilisations dans la vie de tous les jours, contrairement à un diplôme en études de genre ou en anthropologie par exemple. Son frère se souvient de l'époque où Kuno était encore un gamin émo-morose et est tombé parce qu'Aiko ne faisait pas du tout attention, puis a commencé à pleurer comme une petite chienne. Kuno lui dit de ne surtout pas s'inquiéter, car il n'est plus du tout cette personne, et est assez fort pour survivre à toute l'humanité, vous savez. Eiko commence à s'inquiéter un petit peu, car son petit frère morveux commence à parler bien plus comme un roi démon que comme la réincarnation d'un héros, mais il met ses pensées de côté quand ils arrivent enfin à l'académie, vous savez. Kuno retrouve Miri qui l'attend dehors et se met à flirter, sous le regard gêné de son frère aîné. Kuno est vite submergé par l'ambiance de Muelas, percevant des milliers de voix et la présence de centaines d'élèves dans l'école. Il se dit que son ancien lui aurait fui, mais sa magie lui a donné la confiance nécessaire. Il prend les mains de Miri et entre à l'académie. Il devient aussitôt le chouchou des filles, qui trouvent que ce nouveau ressemble plus à un prince de conte qu'à un simple élève. Même la professeure censée le guider, stressée d'apprendre que Kuno était très timide, est surprise. Mais la réalité est tout autre. Elle l'interpelle, se présente comme professeur Caste et lui dit qu'elle sera son guide aujourd'hui. Il la remercie de son aide et fait ses adieux à son frère et Miri, qui ont promis de déjeuner ensemble. Pendant que la professeure lui faisait visiter, il ignorait qu'il s'était déjà fait une foule d'ennemis parmi les brutes qui régnaient sur l'école et étaient les plus populaires avant son arrivée. Son caste emmène Kuno dans une salle de classe séparée et lui explique qu'il passera 5 examens pour son diplôme et qu'il y a habituellement un délai entre chaque épreuve. Mais puisque l'école a reçu des ordres directs de son père et du roi lui-même pour regrouper ses examens, Kuno répond sérieusement que le roi et son père sont les meilleurs amis du monde et que ce qu'ils font est un cas clair de népotisme qu'il ne soutient absolument pas. Caste affirme qu'elle ne veut pas être mêlée à des histoires politiques et le supplie de la laisser en dehors de son activisme woke. Elle lui tend le sujet et lui dit qu'il a 2 heures pour finir l'examen. L'examen terminé, il retrouve Miri et se dirige vers la cantine pour manger. Avant d'atteindre la salle à manger, ils sont abordés par le prince Lyle, le frère aîné de Miri, furieux qu'une personne plus populaire que lui soit à l'école. Kuno sent Miri se crisper à la vue de son frère, mais il n'a aucune idée de qui il a en face. Il était sur le point de s'emporter, prince ou non, personne ne parle mal à sa future épouse. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Ixio intervient et tente de calmer la situation. Malheureusement, Lyle et ses acolytes ne semblent pas d'humeur à discuter gentiment et tentent d'aggraver la situation. C'est alors que Kuno décide de prendre les choses en main, utilisant secrètement sa magie pour collecter toutes les gouttelettes magiques à proximité et les déverser dans le pantalon de Lyle, avant de prétendre que le prince semble avoir fait pipi dans sa culotte. Le prince est furieux, mais trop embarrassé pour dire quoi que ce soit, il s'éloigne pour se changer. Pendant ce temps, Ixio dit à son frère de se calmer, car personne ne doit jamais savoir que c'est lui qui a fait ça au prince royal du royaume. Ixio se creuse la tête, se demandant ce qui pourrait arriver maintenant qu'ils se sont fait un ennemi du 6e prince du royaume, mais Kuno ne semble pas vraiment s'en soucier. Il dévore son burger, tandis qu'Ixio prie pour qu'ils réussissent leurs examens sans plus d'incidents. Pendant ce temps, Lyle est furieux contre Kuno et prépare sa vengeance.
Il traverse les couloirs de l'école d'un air menaçant, et tous les élèves ont peur de lui. Il n'épargne même pas les professeurs et dit à Cast de retourner en cuisine quand elle lui demande d'être un peu plus silencieux dans les couloirs. De retour à la cantine, Kuno demande à Miri et Ixio ce qui ne va pas avec Lyle et pourquoi il n'a même pas essayé de cacher sa haine. Miri répond qu'il a probablement fait ça pour contrôler son statut, car il a peur qu'elle lui fasse de l'ombre un jour. Kuno est intéressé par les potins, et Miri lui dit que Lyle est le 6e prince, et elle la 9e princesse. Dans la hiérarchie normale, elle est en dessous de lui. Mais comme elle est fiancée à quelqu'un portant la cicatrice du héros, son statut social monte rapidement, et cela effraie Lyle. Miri dit que maintenant que Kuno a fait ses débuts en société, ils ont tous les deux un statut social plus élevé que Lyle, et il est juste désespéré de rester pertinent. Kuno trouve toutes ces histoires de politique ennuyeuses, et Miri lui dit que même s'il n'était pas magicien ou porteur de la sainte cicatrice, elle serait toujours heureuse d'être fiancée à lui. Kuno utilise ses talents de dragueur et dit qu'il est aussi ravi d'être fiancé à elle, et la prochaine fois qu'il verra son père, il s'agenouillera devant lui en signe de gratitude, même s'il ne s'agenouillera jamais devant un autre homme. Sur ce, il dit qu'il devrait d'abord s'excuser auprès du prince Lyle pour ses actions. Mais Ixio et Miri lui disent tous les deux de ne même pas oser, car c'est une pire idée que de sortir avec une fille qui est toujours amie avec son ex. Peu après, c'est l'heure du dernier examen de Kuno, et il s'entraîne à la magie avec Jen avant de passer l'épreuve. Comme d'habitude, il invoque une masse d'eau, et Jen lui dit de changer sa sensation aujourd'hui. Kuno utilise immédiatement son pouvoir pour geler la masse, et quand Jen la tient, elle dit que ça ressemble à une pomme, ce qui n'est pas vraiment possible. Mais les méchantes nerds ont toujours raison. Elle dit à Kuno de toucher beaucoup de choses pour comprendre ce qu'elle ressente, puis de les utiliser pour modifier encore plus sa magie. Au lieu de profiter de cette occasion pour la toucher ou toucher de l'herbe, Kuno va tripoter un cheval dès qu'il arrive à l'école. Ixio sort et est surpris de voir son frère agir de manière si suspecte, mais il décide de le laisser à ses méthodes. C'est alors que Miri arrive en courant pour les accueillir, et Kuno fait du grand cinéma, disant que puisque c'est le dernier jour où il la rencontrera à l'école, il a l'impression que le monde s'écroule pour lui. Après cela, il entre où Cast lui dit qu'il passera l'examen final avec le reste des étudiants. Kuno est choqué d'entendre cela, et il est très excité, car c'est la première fois qu'il va vraiment ressentir sa vie scolaire. Il se tourne ensuite vers Cast et dit qu'il regrettera d'être seul avec elle dans leur pièce spéciale, et elle n'est pas vraiment dérangée par le caractère inapproprié de cette remarque. Elle dit à Kuno qu'elle ne fera que le surveiller, et lui souhaite bonne chance pour le test. Ixio remarque que Kuno semble être devenu très proche de Cast, et il confirme, disant qu'ils ont beaucoup parlé pendant les examens. Il raconte comment Cast a passé l'examen pour devenir enseignante en suivant un homme qu'elle aimait, mais ce raté a échoué à l'examen et seule elle a réussi. Maintenant, elle est enseignante et il est un bon à rien sans emploi, et Cast n'a aucune idée de ce qu'elle fait de sa vie. Ixio et Miri sont tous deux préoccupés par la santé mentale de Cast après avoir entendu les sujets dont elle parle avec un enfant, mais à ce moment-là, des étudiants les interrompent, car ils sont aussi curieux à propos de Kuno. Cast lui dit de se présenter, et Kuno se présente comme le fiancé de Miri et le petit frère d'Ixio. Tout le monde est impressionné par lui sans aucune raison, et Kuno dit qu'il est vraiment heureux de voir que sa fiancée et son frère aîné ont des amis, car personne ne les avait approchés jusqu'à présent, et il était triste de penser qu'ils étaient solitaires. Ixio dit à Kuno de ne pas les rabaisser comme ça, et Miri est embarrassée en expliquant qu'elle avait demandé à tous ses amis de la laisser tranquille, afin qu'elle puisse passer plus de temps de qualité avec lui. Kuno s'excuse de ne pas avoir compris ses sentiments, et répète ensuite qu'il est heureux qu'elle et Ixio aient des amis. Il ne voulait pas être direct avec eux et leur demander s'ils étaient solitaires, car ce serait impoli, et maman n'a pas élevé un garçon impoli. Il était presque prêt à leur dire que ce n'était pas grave de ne pas avoir d'amis en jouant la carte de la sympathie et en leur disant qu'il était encore plus mal loti. Tous les autres sont convaincus par son numéro, mais Miri sait que Kuno n'a aucun problème à être sans amis, et il le confirme. Bientôt, il est temps que l'examen commence, et Cast dit à Kuno d'arrêter de tripoter le pigeon et de s'asseoir. Miri commence à le guider vers son siège quand soudain, Lyle arrive et les pousse tous les deux. Il est furieux contre Miri parce que la nouvelle de l'incident récent du pantalon mouillé a atteint le palais et même les serviteurs parlaient derrière son dos. Lyle pense que tout le monde ici est pareil et qu'ils doivent se médire derrière son dos parce qu'ils n'ont pas le courage de lui dire les choses en face. Il serre les poings de rage, mais Kuno lui attrape soudainement la main. Se présentant au prince, il dit qu'il n'a pas eu l'occasion de le saluer correctement l'autre jour. Mais il voulait vraiment bien s'entendre avec son beau-frère. Toute la classe est stupéfaite en voyant cela, car personne n'ose s'approcher de Lyle, à l'exception de quelques lèche-bottes. D'un autre côté, c'est la première fois que quelqu'un salue Lyle de cette manière, et il ne sait pas comment réagir. Kuno lui serre la main vigoureusement, et Lyle est incapable de se libérer de sa prise, peu importe ses efforts. Il joue les woke, et dit à Kuno qu'il ne lui a jamais donné son consentement pour lui tenir la main ou lui parler. Kuno, cependant, ignore complètement cette déclaration,
et dit que Lyle a des mains vraiment viriles et qu'il les veut autour de sa gorge. C'en est trop pour Lyle, et il se tourne immédiatement vers Miri, lui demandant ce qui ne va pas avec son futur mari. Au lieu de répondre, Miri se met à rire, car elle n'avait jamais imaginé que Lyle puisse rougir comme ça. Lyle est encore plus embarrassé alors que toute la classe se joint à Miri pour rire de ses réactions, et il se tourne vers Kuno, lui ordonnant de lâcher sa main. Kuno le laisse enfin tranquille, et l'affaire est résolue, pacifiquement. Cast commence l'examen, et une fois qu'il est terminé et que les copies sont corrigées, elle annonce que tout le monde a réussi l'examen. Tout le monde est heureux d'entendre cela, et Kuno célèbre sa remise de diplôme avec son frère et sa fiancée. Plus tard, ce soir-là, il rentre chez lui et dit au revoir à tout le monde. Tout le monde est triste de faire ses adieux à ce garçon excentrique mais charmant, et même Lyle semble avoir changé après avoir rencontré Kuno. Le lendemain, ses leçons de magie avec Jen reprennent, et elle lui dit de créer un petit typhon. Kuno le crée, puis, sur l'ordre de Jen, il le divise en 10 boules d'eau, les colore, puis change leur texture. Jen est satisfaite, mais Kuno a plus à montrer. Il dit qu'il a appris quelque chose de nouveau récemment, puis transforme une masse d'eau en un pigeon blanc qui vole comme un vrai. Jen tombe à genoux, réalisant que Kuno est officiellement un bien meilleur sorcier qu'elle, et qu'elle va perdre son emploi de professeur. Elle décide de révéler cette vérité à Kuno pendant l'heure du thé, et lui demande de se préparer mentalement, car elle a des nouvelles choquantes pour lui. Kuno renvoie Aiko avant de demander à Jen si elle est une déesse venue d'un autre monde pour l'enseigner, mais qu'elle doit maintenant retourner dans sa dimension divine. Jen est amusée par cette idée, mais elle ne s'y attarde pas trop. Elle dit à Kuno qu'elle n'a plus rien à lui apprendre et qu'il est déjà meilleur qu'elle maintenant. Kuno se lève et dit qu'il ne veut pas la laisser partir, car les petits trucs qu'elle a inventés pour le garder occupé et prolonger son emploi lui ont fait comprendre beaucoup plus de choses sur la magie que n'importe quel cours normal. Plus que cela, il est reconnaissant car c'est elle qui l'a inspiré à créer des yeux en utilisant la magie. Il est désespéré de la garder comme professeur et propose d'augmenter son salaire. Mais Jen est honnête pour une fois et déclare qu'elle a déjà été trop payée tout ce temps et maintenant elle n'a plus de travail à faire. Elle dit à Kuno qu'il devrait trouver un professeur bien meilleur qu'elle pour approfondir ses études, mais il refuse. Il dit qu'il a tellement progressé grâce à ces petits trucs et lui demande de le tromper davantage. Tandis qu'il dit cela, des animaux faits d'eau sortent de partout et commencent à câliner Jen, qui est encore plus sûre que son rôle dans la vie de Kuno est terminé. Sur ce, elle quitte la maison de Kuno et décide de devenir une meilleure sorcière, inspirée par le travail acharné et le dévouement de son élève. Peu après, Aiko dit à Kuno qu'elle aussi a démissionné de son poste car le programme est terminé et Kuno a obtenu son diplôme. Elle n'a pas attendu pour dire au revoir car elle serait trop émotive et Kuno décide de lui écrire une lettre de remerciement. Aiko lui dit de lui demander si elle a un beau serviteur dans son manoir, de plus d'1,80 m, car elle cherche un mari. Kuno demande à Aiko si elle compte vraiment quitter son emploi et se marier. Aiko affirme, disant qu'elle sent que Kuno peut parfaitement se débrouiller seule maintenant, et qu'il est temps pour elle de se marier car le marché des rencontres, après cela, est assez mauvais. Pendant le dîner, Kuno dit à ses parents que tous ses professeurs ont démissionné et que Jen lui a dit de trouver un magicien extraordinaire pour l'enseigner ensuite. Ixio dit que le sorcier royal Zeo est assez célèbre récemment, et sa mère peut en témoigner. Kuno demande à son père de nommer le dénommé Zeo comme son professeur, mais celui-ci lui dit que les choses ne fonctionnent pas comme ça. Il lui fait comprendre qu'il ne peut pas faire venir le sorcier royal ici pour l'enseigner, et Kuno demande à son père à quoi bon être le meilleur ami du roi s'il ne peut même pas faire ça. Le père de Kuno lui dit que seul le roi et les personnes directement autorisées par lui peuvent rencontrer les sorciers royaux, qui quittent rarement le château et ne rencontrent pas les roturiers. Kuno comprend son dilemme maintenant, mais il a une solution toute prête pour cela. Il dit à son père qu'il l'accompagnera au palais royal la prochaine fois qu'il ira parler au roi, et qu'il s'y perdra. Les sorciers royaux le trouveront, et grâce à une sorte d'armure scénaristique, il sera accepté comme leur élève. Le père de Kuno lui dit d'arrêter de regarder autant d'animes et de K-drama, parce que les choses ne fonctionnent pas comme ça dans la vraie vie. Il dit que son plan n'a aucune garantie de fonctionner, mais Kuno est confiant que cela lui apportera ce qu'il veut. Il demande à sa mère de l'aider, et comme elle le favorise beaucoup, elle supplie son père de faire quelque chose. L'homme est un simp pour sa femme, alors il accepte de parler au roi de la question, même s'il n'a pas beaucoup d'espoir que le plan réussisse. Quelques jours plus tard, un maître sorcier reçoit un dossier d'un autre sorcier de haut niveau. Il est surpris qu'un apprenti sorcier apprenne à devenir l'élève du sorcier royal Zeo. Mais la jeune femme lui dit que le garçon semble talentueux et que la princesse Miri est follement amoureuse de lui. Le maître ne s'en soucie pas et commence à lire le dossier de Kuno en détail, et cela suffit à l'intéresser au garçon. Quelques jours passent depuis, et Kuno reçoit enfin l'appel du palais royal pour se présenter au sorcier royal. Il monte dans une calèche aux côtés de son père, qui semble plutôt content de la tournure des événements. Kuno affirme que l'amitié entre le roi et son père doit être très profonde s'il a accepté une telle demande de sa part.
Mais son père répond que la vraie raison pour laquelle ils ont l'opportunité de rencontrer le sorcier royal est que le sorcier en chef de la cour s'est profondément intéressé à Kuno et à ses capacités, et voulait le rencontrer également. Son père lui demande alors quel genre de magie il est capable de faire à ce stade, et Kuno chante immédiatement un sort et crée une petite boule d'eau qui se transforme rapidement en un chat noir et s'assoit sur ses genoux. Son père est émerveillé, affirmant qu'il ne peut pas croire qu'une chose pareille puisse être réalisée par magie, et commence à toucher le petit chaton. Il est surpris que le chat ne ressemble ni à de la magie ni à de l'eau, il ressemble juste à n'importe quel autre chat qu'il attraperait dans la rue. Kuno lui dit qu'il n'a maîtrisé l'apparence de l'animal que récemment, car avant cela, il ne parvenait à créer que des animaux complètement transparents. Mais depuis quelques fois, il réussit à changer la couleur des animaux comme il le souhaite. Son père commence à jouer joyeusement avec le chat, et Kuno demande s'il devrait prendre un vrai chat pour la maison. Comme un père typique, il refuse, affirmant qu'il ferait beaucoup de désordre dans la maison et qu'il pourrait aussi trébucher dessus et se blesser. Par-dessus tout, il affirme que la mère de Kuno préfère de toute façon les chiens, donc il n'a pas vraiment le choix de vouloir un animal différent. Bientôt, ils entrent dans la capitale et sont immédiatement accueillis par une jeune femme aux cheveux argentés, nommée Rei, qui est la deuxième princesse du royaume et la sœur aînée de Miri. Kuno la salue chaleureusement, affirmant qu'il est très chanceux d'avoir une femme aussi belle qu'elle pour belle-sœur. Son père se demande si son fils est un coureur de jupons, mais décide d'y penser plus tard. Rei sourit, affirmant qu'elle a beaucoup entendu parler de Kuno par sa jeune sœur et qu'elle aimerait avoir une longue conversation avec lui. Elle remarque aussi un chat et leur demande si le chat aurait besoin d'une nourriture spéciale. Mais au moment où le père de Kuno repose le chat par terre, Kuno arrête son sort et le chat redevient une simple flaque d'eau. Rei réalise que Kuno semble être bien plus doué qu'elle ne le pensait auparavant. Tandis que son père est triste de ne pas avoir pu nommer le chat, Rei propose d'emmener Kuno à la tour noire. Son père, lui, dit qu'il ira discuter avec le roi, puis rentrera peut-être à la maison. Kuno lui dit de ne pas s'inquiéter pour lui, car après la tour noire, il a l'intention de rendre visite à Miri, et peut-être de l'inviter à un rendez-vous Baouji. Son père lui dit de profiter de son temps là-bas, et promet d'organiser une calèche pour lui chaque fois qu'il décidera de rentrer chez lui. Rei emmène bientôt Kuno à la tour noire, et en chemin lui demande s'il est à l'aise pour marcher, ou s'il a besoin d'aide. Kuno répond qu'il va parfaitement bien et commence immédiatement à lui poser une foule de questions qui la déroutent, car elles sont toutes du niveau de Stephen Hawking en termes de magie. Elle lui dit qu'elle ne peut pas avoir une discussion aussi avancée en marchant, et lui demande s'il connaît le nombre d'enfants que le roi actuel a. Kuno n'y avait jamais pensé jusqu'à présent. Alors Rei révèle que le roi est un vrai tombeur et a eu 7 princes et 10 princesses, les uns après les autres. Elle est la deuxième princesse, tandis que Miri est la 9e. De plus, la partie intéressante de ce pays est que la succession au trône ne fonctionne pas comme d'habitude, où le trône passe au fils aîné après le roi. Dans ce pays, ils suivent ce qu'on appelle une méritocratie, où tous les princes et princesses seront évalués en fonction de leurs compétences et de leurs mérites, qui peuvent varier en fonction de leur talent et du niveau de dévotion qu'ils ont montré à un art particulier. Cela signifie que même le plus jeune prince ou la plus jeune princesse a une chance égale de remporter le trône, quel que soit son âge. Elle lui dit en outre qu'elle-même a déjà renoncé à son droit au trône dans cette succession, en choisissant de devenir mage à la place, et travaille maintenant à perfectionner ses compétences en tant que l'une des meilleures magiciennes du pays. Alors qu'il traversait le couloir, une sensation soudaine l'attire vers la fenêtre, où il regarde sans but en direction d'une tour sombre, d'où il pouvait sentir toutes sortes d'êtres magiques différents. Bientôt, Rei lui dit quelque chose de très important, car elle pense qu'il y a une petite possibilité qu'il soit entraîné inutilement dans la lutte pour la succession. Elle lui dit de ne s'affilier à aucune faction tant qu'il n'est pas sûr de sa décision, et lui dit aussi de ne jamais dire quelque chose qui pourrait être utilisé contre lui pour le faire paraître mal. En retour de ces précieuses informations, Kuno décide de lui rendre la pareille en lui montrant sa technique magique spéciale où il gèle une fine couche d'eau sous ses chaussures, créant une fine couche de glace qui pourrait les aider à faire du patin à glace. Elle adore l'idée et lui dit aussitôt de la laisser essayer. Kuno utilise vite la magie sur elle aussi, et tous deux se mettent à patiner dans les couloirs comme des fous, tandis que les gardes tentent de les poursuivre, car ils ne peuvent absolument pas laisser Rei se blesser. Malheureusement, Rei et Kuno sont bien plus rapides que les gardes et parviennent à leur échapper. Mais leur chance tourne vite lorsqu'un chevalier les repère et se lance aussitôt à leur poursuite. Kuno demande s'il devrait lundi s'arrêter, mais Rei s'amusait bien trop et lui dit qu'il pouvait sûrement semer le chevalier. C'est là qu'ils se sont trompés, car le chevalier réussit à les rattraper et les emmène dehors dans le jardin pour une bonne réprimande. Plus tard, ils sont escortés vers la tour, où il est bientôt présenté à Etch, le sorcier en chef du royaume. Kuno est impressionné par sa présence, réalisant à quel point le monde est vaste.
Il pensait auparavant que la magie de Rei était impressionnante, mais comparé à cela, Ash semble être à un tout autre niveau. Ash demande aussitôt s'il est né avec un blason d'eau, et Kuno répond par l'affirmative, affirmant qu'il n'a pas vraiment beaucoup d'idées sur ces blasons. Ash explique qu'il existe 7 types de blasons que les mages peuvent porter et qu'ils sont liés à leurs affinités magiques. Le feu, l'eau, la terre, le vent, la lumière, les ténèbres et la volaille. De plus, chaque blason a un rang en étoiles, de 1 à 5, ce qui fait des 2 étoiles de Kuno une occurrence assez courante. Rei répond qu'elle aussi est une mage du vent à 2 étoiles. Kuno comprend aussitôt, affirmant qu'il le sent immédiatement, car lui et Rei sont comme du fromage américain transformé, tandis que Ash semble être une meule artisanale de parmesan affiné. Ash convient que la description est assez bonne, et révèle qu'il est en fait un 4 étoiles. Immédiatement après, Ash les emmène tous au terrain d'entraînement en contrebas et dit à Kuno qu'il va le tester un peu pour évaluer ses prouesses magiques. Kuno est un peu intimidé, se demandant si cela signifie qu'un mage royal sera prêt à devenir son tuteur s'il réussit le test, mais il n'a pas vraiment beaucoup de temps pour y réfléchir. Asish appelle aussitôt un étudiant plus âgé, lui aussi mage royal, et lui demande de démontrer sa magie de l'eau. Le mage prononce l'incantation, et aussitôt, un ensemble de gouttelettes d'eau magique apparaît dans l'air, créant un motif brillant. Williex se tourne vers Kuno et lui dit de conquérir la magie du garçon avec la sienne. Il repense au moment où Jen lui disait que non seulement il pouvait créer de l'eau, mais qu'il pouvait aussi manipuler l'eau déjà présente dans l'environnement. Jusqu'à présent, cela n'avait jamais été un problème pour lui, mais il n'avait jamais vraiment essayé de prendre le contrôle de l'eau créée par un autre mage. Il réalise que Ash a créé sans effort une tâche à laquelle ni lui ni Jen n'avaient ni pensé, et qu'il va maintenant devoir gérer ça à l'improviste. Il décide de tenter le coup, et essaie aussitôt d'arracher le contrôle au mage aux cheveux d'argent. Au début, il pensait que ça pourrait marcher, mais il se heurte à un obstacle lorsque les gouttelettes d'eau commencent à résister, car le mage parvient à maintenir ses gouttelettes sous sa propre magie sans effort. Ash semble très intéressé par ce qui allait se passer ensuite, mais Kuno n'est pas du genre à abandonner si facilement, alors il donne tout et utilise toute son endurance pour tenter de prendre le contrôle. À la surprise générale, Kuno parvient à arracher 2 des boules d'eau aux mages très entraînés et expérimentés avant que chacun n'y mette un terme. Kuno tombe à genoux, respirant difficilement, tandis que le mage aux cheveux d'argent répond honnêtement qu'il n'aurait jamais cru qu'un simple garçon puisse lui prendre 2 de ses boules d'eau. Il se tourne ensuite vers Aishette, affirmant qu'il est prêt à prendre le garçon sous sa tutelle, mais aussitôt les autres mages commencent à intervenir, affirmant qu'eux aussi aimeraient avoir Kuno comme élève. Ash leur dit à tous de se taire, car il veut voir ce que Kuno peut réellement faire d'autre, et lui demande de créer quelque chose auquel il a pensé. Kuno crée aussitôt un trampoline à l'aide de sa magie de l'eau, et immédiatement Hush commence à rebondir dessus, s'amusant comme un fou. Les autres mages se mettent en ligne, voulant essayer, car ils veulent comprendre comment cela fonctionne et s'ils peuvent le recréer. Ash dit cependant à Kuno qu'il veut qu'il passe la nuit au château, afin qu'il puisse voir de quoi Kuno est encore capable. Kuno répond que malheureusement il a un rendez-vous avec Miri, il doit donc l'emmener dîner ce soir. C'est alors que Rei lui demande s'il peut créer d'autres animaux avec sa magie, ou peut-être des humains. Kuno répond qu'il peut faire les deux, et crée aussitôt une poupée humaine, faite de magie de l'eau, à l'effigie de sa servante. Ce n'est pas encore parfait, donc la servante est un peu translucide. De plus, il n'a pas encore réglé leurs mouvements à la perfection, c'est donc aussi un problème pour l'instant. Le mage aux cheveux d'argent demande s'il peut faire quoi que ce soit aux poupées, et Kuno leur raconte la fois où il a essayé de les faire voler, mais ça n'a pas été bien reçu car la poupée avait l'air stupide en le faisant. Hush s'intéresse immédiatement, et Kuno est forcé de faire une démonstration. Il commence à jouer avec la poupée, l'envoyant en l'air d'avant en arrière, encore et encore, effrayant la moitié des gens du château, ce qui lui vaut d'être réprimandé une fois de plus, et ils sont tous forcés de s'excuser. Bientôt le soleil se couche, et Ash dit à Kuno qu'il a réussi les tests, et qu'il lui assignera personnellement un sorcier, afin qu'il puisse apprendre à mieux utiliser sa magie. Kuno est fou de joie, et va le dire à son père, qui est furieux, car il a entendu des plaintes concernant son fils 2 fois en quelques heures, et le réprimande pour son irresponsabilité avec sa magie. Bientôt, son père part pour retourner à leur manoir, laissant Kuno avec Rei qui réalise qu'il doit se rendre chez Miri, où il sera en retard pour le dîner. Rei lui dit qu'ils doivent utiliser leur magie pour atteindre Miri, sinon il serait en retard, alors il décide de faire une petite expérience. Kuno crée une bulle d'eau, et Rei utilise sa magie du vent pour les propulser comme le tapis magique d'Aladin, alors qu'ils s'élèvent dans les cieux et atteignent la chambre de Miri en un rien de temps. Malheureusement, Rei oublie de diminuer progressivement sa magie et l'éteint complètement, ce qui les fait tomber, et ils sont attrapés par le chevalier Dario pour la 3e fois aujourd'hui, qui est plutôt furieux et leur donne encore une longue leçon. Tandis que Miri attend son prince charmant dans sa robe, elle panique aussi,
en attendant Kuno. Alors qu'elle fait les 100 pas dans sa chambre, se demandant si son futur époux viendrait ou non, la servante essaie de la calmer, affirmant que Kuno a dû rester trop longtemps à l'académie, et que c'est pour cela qu'il pourrait être en retard. Heureusement, peu après, elles entendent frapper à la porte, et la servante trouve l'un des gardes qui l'attend, annonçant que Kuno est arrivé et attend la princesse dehors. La servante se retourne et trouve aussitôt Miri assise sur le canapé, sirotant un thé coûteux, comme si elle ne venait pas de paniquer et de courir dans sa chambre. Avant même qu'elle ne puisse finir sa phrase, Miri était sortie de la pièce, marchant d'un pas vif vers son fiancé qui l'attendait. Elle trouve Kuno qui l'attend au pied de l'escalier, et il s'excuse aussitôt d'être en retard avant d'essayer de la charmer, affirmant que la lune est magnifique ce soir, même s'il est complètement aveugle. Il demande la main de Miri, qu'elle lui offre gracieusement, et il la guide aussitôt dans sa calèche pour l'emmener dans un restaurant 3 étoiles Michelin de Gordon Ramsay. Ils entrent dans ce restaurant raffiné et se voient offrir immédiatement de l'eau pétillante très chère, mais ce ne sont pas des jeunes fauchés comme vous, alors ils peuvent se permettre de boire ce qu'ils veulent. Ils commencent tous deux à boire, tandis que la servante de Miri remarque la prestance de gentleman que Kuno affiche par sa façon de se tenir. Miri entame la conversation et lui demande s'il a eu la chance de visiter la tour noire aujourd'hui. Kuno répond avec enthousiasme à la question, révélant qu'il a eu l'occasion de rencontrer sa sœur aînée aujourd'hui et affirme que chaque mage qu'il a vu à la tour était incroyablement impressionnant, y compris la deuxième princesse Rei. Il lui dit aussi qu'il a réussi le test de mage, mais qu'il n'a aucune idée de qui sera son professeur. Kuno continue de flirter avec la princesse, qui semble apprécier sa soirée, même si sa servante trouve Kuno plutôt ringard. Mais bon, l'amour de jeunesse et tout ça. Bref, une fois le dîner terminé, Kuno prend Miri par surprise, alors qu'il lui prend le bras et lui dit que même si pour l'instant, ces dîners de temps en temps sont le mieux qu'ils puissent faire, quand ils se marieront, chaque soir ressemblera à ça. Cela prend même la servante par surprise, elle qui a regardé trop de vidéos BookTok, et pense que Kuno n'est finalement pas si ringard. Miri parvient à contrôler ses émotions sur le moment, restant élégante, mais dès qu'elle retourne dans sa chambre, elle se met à rire comme une petite fille de joie en pensant à toutes les choses que Kuno lui a promises. Quelques jours passent et Kuno retourne à son manoir, s'assied dans son bureau, rédigeant un rapport quand il est interpellé par Aiko qui lavait des vêtements et lui demande si Kuno pourrait l'aider. Kuno utilise aussitôt une variation de sa magie de l'eau et crée immédiatement une quantité d'eau pétillante qui emporte facilement toute saleté et crasse. Aiko le remercie de son aide, mais Kuno lui dit qu'il essayait de finir un rapport qui sera maintenant retardé. Aiko lui dit d'arrêter d'être un raté et de rester enfermé dans ses chambres à étudier comme un intello. Kuno répond qu'il veut juste finir le rapport tant que tout est frais dans son esprit. Aiko lui dit qu'être un intello ne lui apportera aucune fille, et que s'il ne passe pas de temps au soleil à jouer et à prendre l'air frais, sa croissance en sera affectée. Kuno réalise la dure vérité que les filles aimeront toujours les hommes grands, mais Aiko promet qu'elle l'aimera quelle que soit sa taille, tant qu'il aura un gros paquet. Sur ce, il s'assoit Itsaut à l'ombre d'un linge qui sèche. Kuno demande s'ils ont reçu une lettre de la Tour Noire, car il semble qu'il n'ait toujours pas décidé qui allait devenir le professeur de Kuno. Ses vœux semblent se réaliser car quelques jours plus tard, une lettre lui parvient, et il s'avère que le sorcier maître diaboliquement beau, Zio, a été désigné comme son nouveau tuteur. Kuno ne sait pas vraiment quoi penser de cet homme, car il n'en a entendu parler que par sa mère, mais Aiko commence à devenir folle de lui, affirmant que Zeo est l'homme le plus beau du continent et commence à s'inquiéter de perdre du poids et de se coiffer pour être à son meilleur si jamais Zeo venait à la remarquer. De retour au château, Rei vient rencontrer Miri et lui parle du fait que Zeo a été choisi comme nouveau tuteur pour Kuno. Miri semble excitée car cela signifierait que Kuno apprendrait du meilleur sorcier. Tandis que Rei soupire, affirmant qu'elle voulait vraiment être la sorcière de Kuno car il était vraiment amusant et ferait un étudiant intéressant. En chemin dans le couloir, Miri aperçoit deux de ses sœurs aînées, Eve et Lydia, qui lui sourient d'un air narquois, et Miri se fige aussitôt sur place. Heureusement, Rei est avec elle, ce qui lui donne un peu de confiance, mais Eve intervient, affirmant qu'elles ont beaucoup entendu parler de son fiancé Kuno, et plaisante sur le fait qu'ils ne sont pas encore mariés et seulement fiancés, ce qui signifie qu'il peut techniquement tomber amoureux et épouser n'importe quelle autre princesse qu'il désire. Cela rend Miri mal à l'aise, mais Rei prend la parole, affirmant que les deux filles sont complètement nulles et que Kuno ne les verrait même pas s'il avait des yeux qui fonctionnent. Cela fait rougir les filles en fait de colère, alors qu'elles passent en courant, affirmant que Rei devrait s'occuper de ses affaires et agir davantage comme une princesse puisqu'elle a déjà été réprimandée 3 fois par un chevalier. De retour au manoir de Kuno, il boit du thé avec Aiko, tout en se demandant quel genre de personne est exactement son professeur, tandis qu'Aiko rougit déjà rien qu'à l'idée de Zeo et du fait qu'elle pourra le voir de près. Soudain, une calèche s'arrête à leur porte et Miri en descend. Kuno est surpris de la voir à ce moment-là de manière inattendue,
mais commence aussitôt à essayer de la charmer en affirmant qu'il doit se préparer mentalement à être en présence d'une femme aussi belle qu'elle. À son insu, Zio est aussi à l'intérieur de la calèche et écoute toutes ces bêtises ringardes, se demandant pourquoi diable il est entraîné là-dedans. Kuno n'en a toujours aucune idée et continue de parler étrangement de la façon dont il est sûr que Miri a changé de savon. Mais quand j'ai dit ça à mon collègue, j'ai reçu une lettre DRH. Zeo décide bientôt de sortir de la calèche et Kuno ressent immédiatement une présence différente autour de lui. Il réalise que ce ne peut être que Zeo, et tandis qu'Aiko panique intérieurement, Kuno ne pense qu'à la force que Zeo doit avoir puisqu'il peut littéralement sentir son aura magique danse autour de lui. Kuno réalise aussitôt que cet homme est bien plus fort que n'importe quel mage qu'il a vu à la Tour Noire, et pourrait même être plus fort que le grand maître lui-même. Miri remarque l'expression sur le visage de Kuno et demande aussitôt si quelque chose ne va pas, mais Kuno l'ignore et salue Zeo. Avant de se présenter, Zeo affirme qu'il ne se soucie pas vraiment de tout cela et précise qu'il déteste les gamins. Aiko se demande comment un mage peut être si grossier, mais en même temps, elle trouve ça sexy grâce à l'influence des romans BookTok. Zeo déclare carrément qu'il n'a pas choisi d'être son tuteur, et que ce travail lui a été pratiquement imposé par le grand maître. Kuno ne se soucie pas vraiment de tout cela, et répond simplement qu'ils sont tous liés par les rênes de la politique et de la hiérarchie, donc ils ne peuvent rien y faire. Dario se présente aussi formellement comme le garde de Miri, tandis que Kuno s'excuse auprès de lui pour avoir causé un tel chahut l'autre jour. Bientôt, ils s'assoient tous pour prendre le thé, ce qui est un calvaire pour Zeo qui ne peut pas tolérer les bêtises entre la princesse Miri et Kuno qui ne cessent de flirter. Zeo intervient finalement et leur dit de se calmer, car il est là pour discuter de magie et non pour entendre des dialogues ringards entre deux adolescents. Zio décide de s'amuser un peu avec Kuno et de le taquiner un peu, et lui demande s'il connaît quelque chose à la magie composée. Kuno répond que la magie composée est un type spécial de magie avancée dans lequel le lanceur de sorts utilise plusieurs sorts différents à la fois. Zio sourit et demande combien de sorts il peut utiliser à la fois. Mais rien n'aurait pu le préparer à la réponse qu'il reçoit. Kuno répond qu'il peut utiliser 31 sorts à la fois et peut aller jusqu'à 32 sorts. Mais parfois il échoue à ce niveau. Zio est en fait impressionné par cela et répond qu'il peut lui-même aller jusqu'à 50 sorts, ce qui surprend Kuno qui ne pensait pas que quelqu'un puisse être aussi doué pour utiliser autant de sorts à la fois. Zio demande ensuite à Kuno comment il a réussi à dépasser le cap des 20 sorts, car c'est là que presque tout le monde échoue. Mais Kuno répond qu'il a simplement regroupé un tas de sorts et les a empilés les uns sur les autres. Zio semble impressionné car il ne pensait pas que beaucoup de gens seraient capables de comprendre cela par eux-mêmes. Il réalise vite pourquoi tant d'autres mages étaient en colère contre lui d'avoir pu enseigner à Kuno alors qu'il n'avait pas eu cette chance, même si ce sont eux qui les avaient accueillis à la Tour Noire. À ce moment-là, il ne comprenait pas vraiment ce qui était si important, même s'il lui avait dit que Kuno était vraiment intéressant, mais même eux n'ont probablement aucune idée du talent exceptionnel de Kuno. Zeo s'investit finalement un peu plus et se lève de son siège avant de dire à Kuno de montrer ce qu'il peut faire, car il ne veut pas perdre son temps avec quelqu'un qui ne fait que parler sans pouvoir le prouver. Il lui dit de le flatter et de le supplier d'être son tuteur. Miri pense aussitôt que Kuno ne ferait jamais une chose pareille, mais elle se trompe lourdement, car il se plie comme un jeu de cartes, appelant Zeo le meilleur sorcier du monde et expliquant à quel point il sent bon, et comment même un garçon hétéro comme Lilk pourrait tomber amoureux d'un mage dangereux comme lui. Zeo commence à être effrayé par ce bizarre, et lui dit de se calmer avant d'utiliser l'un de ses sorts pour créer un mur de terre. Il dit à Kuno d'essayer de détruire le mur s'il le peut, et qu'il peut utiliser toutes les méthodes qu'il souhaite. Avant que Kuno ne puisse commencer, il lui dit de lui faire un lit d'eau, dont il a tant entendu parler. Kuno utilise aussitôt sa magie pour créer un lit d'eau que Zeo affirme qu'il surveillera après s'être assis dessus. Mais au moment où il touche le lit, il est transporté dans un autre monde en réalisant à quel point il est doux et s'endort immédiatement. Pendant ce temps, Kuno inspecte le mur et réalise que même si le mur semble très simple, il contient un sort magique extrêmement dense, ce qui le rend pratiquement indestructible. Il découvre aussi que Zeo a composé son sort plus de 40 fois pour le rendre extra fort, mais il ne s'en soucie pas beaucoup. En fait, il s'assied avec la princesse pour prendre le thé, affirmant qu'il devrait attendre que Zeo se réveille, et qu'alors il le brisera. 2 heures passent, et Zeo se réveille pour trouver le soleil se couchant à l'horizon, et son mur toujours debout. Il demande à Kuno s'il a abandonné, mais Kuno répond qu'il attendait, et maintenant que Zeo est réveillé, il peut s'occuper du mur. Sur ce, Kuno s'approche du mur et utilise son eau détergente, qui emporte lentement la saleté. Zio sourit en réalisant qu'au lieu de forcer le passage avec un jet d'eau comme d'autres l'auraient y fait, il a choisi la voie la plus intelligente. En voyant cela, il décide d'accepter formellement Kuno comme son élève et lui dit qu'à partir de maintenant, il l'assistera dans toutes ses expériences à compter de demain.
Mais c'est ici que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.